On va pouvoir commencer cette neuvième séance plénière de l'Assemblée. Monsieur le gouverneur va nous rejoindre en cours de séance, étant en petit rendez-vous de dernière minute. On va donc pouvoir commencer par Madame Shimazu. Monsieur le gouverneur, je vous en prie, prenez place. Madame Shimazu, je vous en prie, vous pouvez prendre place au pupitre. Donc, pour le premier texte à l'ordre du jour, le PPL ajoute de l'article 345 à 345-3 du Code pénal. Je vous en prie, la parole est à vous. Oui, alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. OK, parfait. Laissez-moi juste OK. Donc actuellement, dans le code pénal, il n'y a aucune aucune ligne qui concerne tout ce qui est dérive sectaire. Le truc, c'est que ça peut constituer une vraie menace et attendre juste d'avoir, une situation qui soit similaire et de leur, mettre de l'abus de confiance ou comme ça pour que cet article, du coup, vise à combler le vide qu'il y a actuellement, du coup, dans le code pénal concernant, tout ce qui est dérive sectaire et cetera. Je voulais le lire. Donc article L 345, les dérives sectaires se définissent comme toute forme d'emprise mentale, physique, chimique ou financière exercée sur une personne dans le cadre associatif, religieux ou idéologique, dans le but de l'isoler, de la priver de son libre arbitre ou de l'exploiter. Ces pratiques sont constitutives d'un délit lorsque leur caractère collectif et frauduleux est avéré. Article 345-1 sont considérés comme des dérives sectaires les pratiques suivantes: l'isolement d'un individu à l'éloignement de ses proches, de son travail ou de la société, exercer des pressions psychologiques visant à manipuler la volonté d'un individu, l'exploitation financière sous forme de dons forcés, cessation de biens ou travail non rémunéré, cession de biens, pardon, la privatisation de soins médicaux ou l'exposition de pratiques mettant en danger la santé, la contrainte à adopter des comportements contraires à la dignité humaine, toute forme d'endoctrinement incitant à la haine, à la violence ou à des infractions pénales. L 345-2 sont considérées circonstances aggravantes lorsque les victimes sont des mineurs, des personnes vulnérables ou qu'il est démontré que l'organisation a généré des profits illégaux de ces activités. Article L 345-3, toute organisation reconnue coupable de dérives sectaires est immédiatement dissoute par une décision judiciaire. Ses dirigeants sont interdits de créer ou diriger une nouvelle structure similaire pendant 2 semaines. Tout bien ou fonds appartenant à l'organisation peut être saisi pour indemniser les victimes. Bien, vous en avez terminé, Madame Shimazu? Oui. Très bien, on va passer au débat. Si des élus ont des questions, je vous en prie. Monsieur Rutherford, je vous en prie, la parole est à vous. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues, Madame Shimazu. Avant d'étayer mon propos, j'aimerais vous dire une chose, c'est que je n'ai aucun doute que ce texte ait été fait avec, aucune intention de nuire, en tout cas je l'espère beaucoup, Madame Shimazu, aux organisations religieuses. Mais, vous connaissant un peu, j'imagine bien que non. Cependant, ce texte est une boîte de Pandore qui, si jamais elle est ouverte, peut provoquer un séisme complet dans toute l'organisation, religieuse. Je parle ici même d'intervention directe dans les affaires religieuses, qui est une violation directe du premier amendement de notre Constitution fédérale. Mais, c'est pour ça que donc, je me lève ici. Ce n'est pas vraiment, par indignation, bien au contraire. Le texte est fait avec une belle envie de vouloir aider les gens. Cependant, il me fait également avoir une peur profonde. Ce texte, sous couvert de protection, donnerait l'opportunité à beaucoup qui, auraient une haine sans borne envers la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, les courants chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, peu importe, hein, donnerait à ces gens-là les armes pour s'attaquer aux fondements même de la liberté religieuse et surtout au droit individuel des gens à faire ce qu'ils souhaitent. Comprenez-moi bien, si jamais des gourous ou même pas forcément, des gens, des hommes de Dieu doivent être traînés devant le tribunal, la loi prévoit déjà en réalité pour toutes les infractions que vous mettez ici, des répercussions et donc en somme, ce texte
vise très précisément ces domaines-là. Car en réalité, si un gourou décide d'avoir une subite emprise spirituelle, et directe sur la personne et que la personne porte plainte, il y a déjà, au regard du texte de loi, des possibilités, d'ailleurs assez nombreuses, de, le faire payer. Mais plus précisément, pour, ne pas parler qu'avec des belles paroles, je vais reprendre certains mots du préambule. Menace sérieuse pour les libertés individuelles. C'est un peu, étrange et surtout, j'aimerais mettre le point sur l'emprise mentale. Le problème de ce terme emprise mentale qui, dans un sens, je peux le comprendre d'une manière très spirituelle, peut poser de graves problèmes à partir du moment où la religion a pour but, quelle qu'elle soit, de guider les gens vers ce qu'elle considère comme le bien. Un bien qui peut dépendre des religions, j'en suis tout à fait d'accord, mais vers le bien. Mais un bien qui n'est pas forcément le même. Le bien voulu par les bouddhistes n'est pas le même que le bien voulu par les chrétiens. Cela pourrait donc, si on extrapole un peu, se caractériser comme de l'emprise mentale. Mais pour parler plus précisément de fait, hem, toute église qui pourrait demander, dans l'article L 345-1, donc toute emprise mentale, physique, chimique ou financière exercée dans un cadre religieux ou idéologique. Autrement dit, toute église qui demanderait la dîme, comme c'est le cas d'ailleurs, par exemple, pour prendre une église très connue chez les Mormons, chez certaines églises protestantes et voire même chez certains courants catholiques, toute communauté qui pourrait pratiquer ce qu'on appelle l'ascèse, je laisserai le temps aux représentants de voir ce que ça veut dire, hein, si certains ne savent pas ce que c'est, ou de manière globale, tout pasteur ou prêtre qui pourrait prêcher avec ferveur pourrait malheureusement devenir un criminel potentiel. Un texte qui malheureusement est très large, peut-être un piège juridique pour des personnes mal intentionnées qui auraient des volontés de persécution religieuse. Parce que, et comprenez-moi bien, soyons clairs, des dérives, il y en a. J'en ai même vu moi-même. J'ai agi contre ces dérives sectaires. Mais ce texte, malheureusement, touchera tous les courants religieux, pas spécifiquement des sectes et des gens même considérés comme les sectes, comme le mouvement Epsilon. Dans l'article L 345-1, il y est mis l'interdiction de l'isolement d'un individu en l'éloignant de ses proches, de son travail ou de manière globale de la société. Le problème, c'est que si ce critère devient une norme légale, eh bien, je suis peu désolé de vous le dire, mais les monastères, les moines, les ordres religieux qui sont tout à fait actuellement autorisés pourraient se voir sous couvert de cette loi, criminalisée. Et je ne vous parle même pas ici des courants bouddhistes où il n'y a même pas simplement une petite retraite spirituelle, c'est carrément se priver du monde. L'interdiction également des pressions psychologiques visant à manipuler la volonté d'un individu, pardon, euh, peut aussi et pourrait également poser problème pour une chose très simple. Un prêcheur qui exhorte à la fois et un enseignant qui pousse des élèves à réfléchir autrement, un entraîneur qui pourrait galvaniser son équipe, tous pourraient être accusés de manipulation psychologique. Alors chaque sermon pourrait devenir une manipulation psychologique. Parler de l'unique vérité, par exemple de l'enfer, qui est un fait, c'est écrit dans la très sainte Bible, pourrait être passible de condamnation. Dire à quelqu'un que ses actes ont des conséquences spirituelles et même de manière globale sur son avenir après sa mort, qui est ce en quoi moi je crois très profondément en tant que pasteur, pourrait donc rentrer en ligne de compte de manipulation ou de pression psychologique visant à manipuler la volonté d'un individu, ce qui n'est pas mon cas. Mais si quelqu'un veut être un petit peu tatillon et aurait quelques velléités contre la religion de manière globale, pourrait utiliser ce texte à cette idée. Si l'on suit cette logique, quiconque de manière globale prêche sur l'enfer, qu'il soit chrétien, musulman ou juif, pourrait être accusé de faire des pressions psychologiques. Et ça reviendrait, dans un sens, à criminaliser toute forme de discours qui invite au changement, de manière globale, de comportement, à la transformation morale ou spirituelle pour les mouvements plus bouddhistes. Autrement dit, on confond, en tout cas on pourrait confondre, l'appel à la conscience avec de la coercition et c'est extrêmement dangereux, et c'est tout à fait incompatible avec la liberté religieuse. Quant à l'exploitation financière sous forme de dons, forcés, cession de biens ou travail non rémunéré,
certains mots ici, pas toute la phrase, mais une partie de la phrase pourrait poser problème. Il est évident que l'extorsion, qu'elle soit religieuse ou non d'ailleurs, hein, elle doit être punie et elle l'est actuellement, hein, si on veut être honnête. Mais le texte ici fait un amalgame dangereux. Heu, s'il y a des catholiques dans la salle, j'imagine qu'ils sont familiers alors avec ce qu'on appelle le casuel. Le casuel, c'est une donation presque automatique dès que quelqu'un veut faire un office dans une église catholique. Ça peut être un mariage, un enterrement ou ce genre de choses. Ça pourrait donc le casuel pourrait donc être illégal, ce qui est ironique, ce qui est stupide. Les églises et les associations caritatives, les mouvements spirituels de manière globale qui reposent sur la générosité de leurs membres pourraient donc se faire, sous la surveillance constante. Mais on va même aller plus loin. Certaines autres églises, pourtant bien connues d'ailleurs, demandent à leurs fidèles une certaine participation quand on vient à un office. Ce n'est pas une facture, ici c'est vraiment une donation, comme dans toutes les églises, mais c'est une donation qui spirituellement est non pas obligée, mais écrite dans les Saintes Écritures. L'Église catholique, par exemple, a le casuel, mais on pourrait parler de la dîme, qu'effectuent certains mouvements protestants et également les mormons d'ailleurs. Les évangéliques également demandent également une donation à peu de choses près de 10 des revenus. Quand on est inscrit dans les registres de baptême de l'Église. Pour ceux que ça choquerait, sachez qu'il y a carrément certains États dans le monde, notamment par exemple, je vais prendre la Suisse, où la dîme existe toujours, hein. C'est un impôt qui d'ailleurs est étatique, c'est l'État qui prélève la dîme et qui le redonne après au culte, hein. Donc ce que je vous dis là n'est pas saugrenu ou ce que vous voulez. Euh, un autre point qui peut aussi poser problème est la privation de soins médicaux ou l'imposition de pratiques mettant en danger la santé. C'est bien compliqué. C'est un petit peu extrapolé, mais en réalité, si des gens veulent nuire, ils pourront nuire. Des choses comme un carême traditionnel ou le ramadan seraient presque illégales. Donc, c'est par définition des pratiques qui, c'est vrai, ce sont des jeûnes prolongés. Un jeûne prolongé peut mettre en danger la santé des gens. Et quant à la privation de soins médicaux, ce n'est clairement pas mon cas et je trouve ça tout à fait stupide. J'ai toujours été pour la médecine moderne, tout le monde le sait. Cependant, certaines confessions préfèrent la prière à la médecine et j'ai envie de vous dire, c'est leur droit. Je peux vous citer les bouddhistes, les hindouistes ou le courant Reiki, qui est un petit peu moins présent, mais qui est très connu chez les Japonais qui vivent, de manière globale dans le monde, ou même pour parler de la médecine traditionnelle chinoise, hein, ou notamment, par exemple, dans les religions dites animistes. Je parle ici, des religions, dites traditionnelles. Ça peut être notamment les convictions des Amérindiens, natifs. Ceux-là adoptent également, pardon, des régimes alimentaires spécifiques ou alors des jeûnes prolongés. Comme je l'ai dit, à l'occasion du carême, le ramadan, peu importe, il y a dans pas mal de religions ce genre de choses. Hem, Ça peut donc mener, si quelqu'un est mal intentionné, à ouvrir cette boîte de Pandore et donc à effectuer une pression sur les mouvements religieux qui, je vous le rappelle, sont quand même extrêmement importants et qui sont le cœur même de San Andreas. Et il est fait mention explicitement de Dieu dans, le préambule de la Constitution. Et le problème, c'est que, le texte ici donne sans aucune distinction, les armes à quiconque de pouvoir faire du mal à un quelconque mouvement, religieux. Enfin, la sanction qui interdit aux dirigeants de recréer une structure pendant 2 semaines me gêne également et pour une raison qui est très terrestre d'ailleurs, hein. Déjà 2 semaines, enfin, quelqu'un qui a vraiment un gourou qui veut vraiment, être mal intentionné, ne sera pas dissuadé, de faire ce qu'il a à faire pendant 15 jours, excusez-moi. Mais même, allons plus loin. Si, mettons, un curé catholique ou peu importe, quelqu'un d'une structure religieuse plus connue est condamné, mais que va faire le juge? Il va dissoudre le diocèse? Il va dissoudre la paroisse catholique? Il va dissoudre, je ne sais pas, la paroisse baptiste, une paroisse évangélique? Mais il n'en est absolument pas le décideur. Heu, enfin, j'estime quand même que ce n'est pas au juge de décider la dissolution d'une quelconque organisation, religieuse. Heu, pour les catholiques, ce serait alors au diocèse si on parle de paroisse ou si c'est le diocèse qui est remis en cause, ce serait alors directement au pape, tout simplement.
et donc oui, ça me pose problème, effectivement, mais ce n'est pas contre vous, madame Shimazu. Je me doute bien que vous avez fait ce texte avec la meilleure des intentions, mais pour avoir déjà été moi-même victime de ce genre d'abus, sans qu'il y ait eu d'ailleurs, le texte en question, je peux vous dire que des gens mal intentionnés vont utiliser ce texte et vont faire planer sur tous les mouvements religieux une pression immense qui, factuellement, si on lit le texte, pourra leur être reprochée. Et c'est ça qui m'inquiète énormément. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Rutherford. Madame Shimazu, si vous voulez répondre, je vous en prie. Oui, alors merci pour votre intervention. Je voulais juste du coup préciser au cas où, Oui, pour, les personnes, parce que vous, je veux bien entendre du coup, mais je préfère quand même le redire, je pratique moi-même une je vous en religion, prie. je suis bouddhiste. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, sachez que je n'ai absolument pas fait, ce texte, avec une haine, des religions, ou que sais-je. Oui, naturel mais je me doute bien, c'est pour ça que j'ai bien précisé avant mon Je sais, mais intervention, du coup, mais le je fait allez-y. que enfin, moi je l'ai compris, enfin, je pense qu'on peut du coup mal interpréter et se dire que j'ai une haine envers la religion, c'est qui est complètement faux. Je préfère juste le préciser au cas où. Ensuite, du coup, je voulais savoir parce que, vous avez beaucoup J'ai beaucoup enfin, parlé, excusez-moi. oui, non, pas de souci, mais vous avez surtout donné beaucoup de mais j'aimerais savoir si vous aviez juste pensé du coup à des améliorations pour le texte? Et je vais être honnête avec vous, je vous me permettez que je reprenne le texte très très précisément? Je vous en prie. Alors, dans votre texte, tout ce qui est dit dans l'article L 345-1 est déjà répréhensible dans la loi. C'est déjà le cas. En réalité, quelqu'un qui viendrait à exploiter financièrement, sous quelconque façon, pourrait de toute façon être accusé de détournement de fonds. Quelqu'un qui fait des pressions psychologiques visant à manipuler la volonté d'un individu peut également être repris directement par la justice. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas ça contre vous, je vous dis ça parce que j'ai moi-même déjà été victime de ce genre d'abus, sans même d'ailleurs que le texte existe. Et donc, je vois déjà venir les gens qui ont une véritable haine de Dieu, peu importe lequel, et je vois que ce texte est une boîte de Pandore qui donnerait encore plus de crédit à ce genre d'individu. Et parce que les termes vagues sont faits pour englober le plus possible de termes, mais malheureusement, ces termes vagues vont aussi tomber sur les gens qui, entre guillemets, ne demandent rien, heu, visant à manipuler la volonté d'un individu. Je vous le dis, techniquement, si par exemple, comme moi, vous prêchez un jour sur l'enfer, quelque chose auquel je crois profondément, si un individu est dans l'assemblée qui n'est pas croyant et qu'il trouve que c'est n'importe quoi, pourrait porter plainte et je n'ai pas dit que ça allait, mais pour avoir été moi-même victime de persécutions religieuses, je peux vous assurer que, c'est réel, il pourra être condamné alors qu'il prêche quelque chose qui est fondamentalement vrai, qui est que si les gens ne se démènent pas et ne sont pas des gens bien, ils iront en enfer. Mais ça pourrait être considéré, ne venez pas me dire si on veut être honnête, madame Shimazu, c'est quelque chose qui peut se défendre et donc quelqu'un peut être condamné pour avoir prêché ce genre de choses. Parce que techniquement, c'est, de la manipulation dans un sens. C'est faire changer la manipulation, c'est faire changer les gens. Mais vous faites changer les gens, positivement ou négativement. Nous, on essaye de faire changer les gens positivement, mais quelqu'un qui n'aurait en tête que la volonté de nuire pourrait tout à fait, se donner ce genre d'argument. OK, alors je vais reprendre le premier point que vous m'avez dit sur le fait de détournement de fonds. Déjà, de un, je vous le dis, ça passerait pas. De 2, c'est un fois 2 à peine et est-ce que vous savez parce que le seul autre qu'on pourrait imaginer, pour la pression mentale, ça serait l'abus de confiance. Actuellement, dans le code pénal, il n'y a que l'abus de confiance qui règne. Vous savez combien est combien est l'amende pour un abus de confiance? Je ne sais pas, je n'ai pas le texte en tête, donc allez-y. 4 500. Vous Et imaginez? Vous avez vous détourné vous savez vous une savez personne de s attendez, laissez-moi je vous finir en prie. s'il vous plaît. Vous avez détourné, l'attention d'une personne de sa famille isolée,
sorti de ses proches, et cetera, et il s'en sort qu'avec un abus de confiance, 4 500 € d'amende, une tape sur l'épaule et on se revoit la semaine prochaine. Vous savez très bien que c'est faux, c'est-à-dire que le livret de peine, du juge est une indication. Si monsieur Parker, parce que actuellement c'est le seul juge dans l'État, décide de mettre plus, il peut tout à fait mettre plus, comme il pourrait mettre moins. Le juge peut mettre jusqu'à une maximale 2, donc le de la peine, ça fait quand même On c'est quand même ça reste je quand suis le même seul à très mal vous entendre ou? vous m'entendez mal? Non. Ouais, je vous ai mal entendu, oui. Ah, excusez-moi. Je disais, le juge peut mettre jusqu'à une maximale 2, donc soit le double de la peine, donc 9 000 $. Encore une fois, je trouve que c'est pas cher payé par rapport à la gravité de la loi, et surtout, en vrai, et ben, ça la définit mal. Parce qu'un abus de confiance, c'est juste, pour le coup, j'essaie de détailler la loi au maximum, et surtout avec l'article, L345-1, celui dont vous avez le plus un problème, et pourtant celui qui déblatère le mieux sur ce que c'est une dérive sectaire, et celui qui, au contraire, à mon sens, montre plus le fait que une religion, qu'elle soit chrétienne, juive, musulmane, bouddhiste, et cetera, bah, ça ne marche pas. C'est pas une dérive sectaire. Vu Pourtant, qu'il y a tout le ça côté peut être le de cas. isolation, de dons qui mettent à mal, financièrement la personne. J'imagine que vous, vous arrivez pas, devant votre paroisse, et que vous leur faites pas: «Hey, aujourd'hui quand même, il me faudrait, plus de 3 000 $ pour pouvoir, survivre cette semaine». Alors que vous, j'imagine que vous demandez les dons que les personnes peuvent vous offrir. Et bah, c'est exactement ce que la loi, L345 détaille, justement, Parce que 45-1, oui, mais pardon. ce n'est pas ce que je fais moi. Je vous ai cité des exemples dans mon long monologue, et il y a des tas de alors là, je parlais des églises chrétiennes parce que c'est c'est biblique, mais vous avez, par exemple, des églises qui demandent, voilà, des donations, et ce sont des donations, ce n'est pas des factures, hein, il n'y a pas de facture, j'espère qu'ici que tout le monde comprendra. Par exemple, des donations de 10 des revenus. C'est ce qu'on appelle la je vous dis, c'est ce qu'on appelle la dîme. Ça pourrait être vu comme une donation entre guillemets «forcée». Ou alors, par exemple, je vous parle également, du dernier article qui interdit les gens pendant 2 semaines de, de rouvrir une structure. Mais à ce moment-là, pour moi, ce n'est pas au juge de décider à la structure religieuse. Je vous dis, le juge ne va pas dissoudre, une paroisse catholique ou même pire, un diocèse, alors que ce n'est pas absolument pas dans sa juridiction. Vous comprenez un Je petit peu l'affaire? J'entends ce que vous me dites, mais le truc, c'est que j'ai même pas eu le temps d'aller jusque-là. Premièrement, je vois mal un juge dissoudre une paroisse. Enfin, il y Bah, a eu pour un non, mais les ça cas a de été le cas dérive pour moi, sectaire hein, je peux vous existent assurer. dans d'autres États. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Heu, les lois de dérive sectaire existent dans d'autres États, excusez-moi, pardon, et vous n'avez jamais vu une paroisse entière être dissoute sous la demande d'un juge. Non, là, on parle vraiment de ce qui est dérive sectaire, et surtout vous, vous êtes resté beaucoup sur la notion religieuse, ce que j'entends parce que vous-même vous relevez cette erreur, mais c'est pas que religieux là qu'on parle. Ça peut être une pas forcément Mmh. religieux en fait, tout simplement. J'ai pas d'exemple en tête pour le coup, Bien mais sûr, c'est mais pas moi je me concentre sur ce qui me concerne et pour ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire la partie religieuse. oui, Vous comprenez mais un est-ce que peu j'ai l'affaire? une question. OK, je veux vous poser une question simple. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un des cas que j'ai mis en L345-1? Mais je pour avoir été victime justement d'une injustice, vous parliez de dissolution de la paroisse, c'est ce qui s'est passé. Alors je n'ai pas perdu mon titre de révérend parce que monsieur Parker n'est pas une autorité religieuse, mais monsieur Parker a décidé, à la suite d'un procès que moi j'estime tout à fait frauduleux, de dissoudre ma paroisse. Donc pour vous dire que ça existe. Dissolution d'ailleurs qui était enfin je passerai les détails, mais qui d'ailleurs n'était même pas demandée par, les gens qui me traînaient au tribunal. Donc Voilà, allez-y, je finissez. vois que monsieur Williams veut prendre la parole, je ne sais pas si Oui, William, vous me laissez juste dire un petit truc et après je vous laisse. Là, je parlais j'ai vraiment pas envie de de monopoliser la parole. paroisses qui ont été dissoutes à la suite de dérives sectaires dans d'autres États. Là, je parlais pas de vous et
procès que vous Et avez vous eu pouvez récemment. parler dans d'autres États. Moi, je vous parle de l'État dans lequel on vit, de Oui, l'État qui mais est l dans dans lequel les réactions seront le plus probables. je suis d'accord avec vous, mais là, vous me parlez d'un autre truc. Moi, je vous parle d'une loi sur les dérives sectaires. Là, vous me parlez d'une dissolution, heu, concernant un autre procès et par ailleurs, je suis navrée, je ne sais pas de quelle était votre accusation et là, du coup, vous mélangez 2 situations. Moi, je vous parle de dérives sectaires. Donc ma question, elle était simple à la base. Est-ce que vous vous reconnaissez dans une de ces situations? Oui, non. Mais moi, non. Mais je Voilà. sais très bien quand je vois un peu je ne donnerai pas de nom, le but n'est pas ici de faire un procès une chasse aux sorcières, mais quand je vois la véhémence avec laquelle certains combattent la religion, je vous le dis, ce texte de loi sera utilisé comme une boîte de Pandore qu'on va ouvrir quand bon nous semble pour attaquer les gens qui décident de ne pas être d'accord avec nous. Parce que vous voyez le cadre légal et c'est normal, ça a d'ailleurs été votre travail. Moi, je vous parle ici du point de vue religieux parce que je sais que des gens vont mal utiliser ce texte. J'en j'ai vu des abus, je sais que des gens vont mal l'utiliser parce qu'il faut bien comprendre une chose, madame Shimazu, certaines personnes sont véhéments contre toute forme de religiosité. Ce sont des communistes. Ce sont des gens qui estiment que nous prêchons et de ce en quoi vous croyez également, c'est l'opium du peuple. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et je vous mets sincèrement en garde contre ce texte de loi qui n'est pas mal écrit, mais qui va être, ça j'en suis même persuadé, très très mal utilisé. Je vous remercie, Monsieur Rutherford. On va laisser Monsieur Pearson Williams prendre la parole. Je vous en prie, Monsieur Pearson Williams, la parole est à vous. Merci, monsieur le collègue. Heu, J'écoute attentivement le débat depuis tout à l'heure. J'avoue qu'il y a beaucoup d'arguments qui ont été, donnés, mais j'aimerais, un peu recentrer la chose parce que j'ai l'impression qu'on divague un peu, et on sort peut-être un peu trop du contexte, de ce projet de loi. Déjà en préambule, je veux dire que je suis, des fervents défenseurs, des personnes qui souhaitent lutter contre les dérives sectaires et qui pensent que profondément, nocives pour, notre, peuple et les libertés, de nos concitoyens. Et pour faire le lien avec, ce que monsieur Rutherford, était en train de dire, j'ai 2 remarques, à formuler. Heu, 1 chose, alors effectivement, il y a, dans le texte un dans l'article 345, le mot «religieux». Hem, Personnellement, je pense que justement, comme le disait Madame Shimazu, dans l'article 345-1, normalement, aucune religion n'est censée se reconnaître dans l'un des points qui est cité. Heu, de ce côté-là, du coup, ça fait qu'elle ne peut pas être considérée comme, sectaire, donc ça exclut, heu, toutes les religions, du cadre de Une ce dérive texte sectaire peut très bien s'appliquer à tous les courants. Prenez et la donc fraternité sacerdotale Saint-Pie, tout c'est une alors, dérive sectaire de par l'Église contre, catholique. monsieur Rutherford, s'il vous plaît, je vous ai écouté pendant une demi heure ou 45 minutes, j'ai pas C'est très un bien débat, compté, il est normal que je mais Monsieur réagisse. Rutherford, s'il vous plaît, on vous a bien sûr, écouté et sans je vous couper la parole, je vous demanderai de ne pas couper la parole à Monsieur Pearson Williams et de réagir une fois qu'il aura terminé. Excusez-moi, Monsieur Pearson Williams, vous pouvez continuer. oui, pas de souci. Hem Donc juste, voilà, c'est, le contexte, je pense qu'il est posé, dans l'article 345-1. Alors après, oui, effectivement, on peut avoir un débat sur, le contenu de cet article en particulier parce que c'est vraiment le cœur, de ce texte. Peut-être qu'il y a des phrases à modifier, peut-être qu'il y a des phrases à supprimer ou à ajouter. Ça, je suis d'accord pour exclure, toute religion, de ce texte, pourquoi pas. Hem, mais je pense que voilà, ce texte, il est quand même important, pour définir clairement dans la loi, les critères, qui sont, très nocives. Et puis, donc ça, c'était mon premier point et mon deuxième point, il est simple. Je vous ai entendu dire dans votre, prise de parole, monsieur Rutherford, que, vous aviez vous-même lutté contre,
les dérives, sectaires, par le passé et je voulais savoir par question de curiosité, par quels moyens vous, à l'époque, vous aviez, lutté contre ces dérives? Sur quoi vous étiez-vous basé et comment ça s'était passé? Voilà, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Rutherford, vous pourrez répondre à monsieur Pearson Si Williams. je reprends le bâton de la parole. Oui, donc les moyens de lutte, eh beh, écoutez, ils sont pas très compliqués. C'est de prêcher, c'est de faire mon travail, c'est de montrer aux gens qu'il y a, la voie et il y a le charlatanisme. Point à la ligne. C'est un travail de terrain avec les gens, avec les croyants, heu, un travail, éminemment social, hein, je dirais, presque de psychologue, alors que je n'ai pas de diplôme, mais de psychologie en tout cas. Mais c'est, en étant présent au quotidien avec les gens, en leur, enseignant les saintes écritures, la Bible et la voix de Jésus-Christ tout simplement. Comme je le fais d'ailleurs avec tous les fidèles. C'est les inviter à la messe, leur faire bien comprendre que ces gens ne veulent pas leur bien, mais ne veulent que leur mal, que le ça peut être par rapport à leur argent, ça peut être pardon, justement, par rapport à une exclusion sociale, mais c'est un travail qui est éminemment de terrain, oui. Et de prêche, évidemment. En tout cas dans mon cas. Oui, donc vous ne luttez pas directement contre les sectes, mais vous aidez plutôt ceux qui ont tendance à en faire partie, du coup? Bah, c'est donc lutter contre les sectes, si j'aide les gens qui en font partie. Oui, mais toutes les personnes qui font partie d'une secte ne viennent pas forcément vers vous et dans ce cas-là, Oh, mais elle ça porte veut pas dire plainte non que plus. vous n'aidez pas non plus Ah, je ne peux pas à savoir je ne peux pas savoir, effectivement, je ne suis malheureusement pas notre Seigneur, je ne suis ni omnipotent ni omniscient. J'aide les gens, enfin j'essaye en tout cas, d'aider les gens dont j'ai la connaissance qu'ils sont dans une secte. Effectivement, oui, je ne suis pas omniscient, je ne peux pas savoir avec précision, qui fait partie d'une secte. Oui, effectivement, ça vous avez raison. ah oui et c'est tout à votre honneur d'essayer d'aider, comme vous le pouvez et vous le faites, très bien, je n'en doute pas, ces personnes-là en question. Mais là, du coup, ce texte prévoit d'aller encore plus loin en disant que à partir du moment où il y a une organisation considérée comme sectaire, qui est, reconnue par les autorités compétentes, on prévoit de la dissoudre, totalement Mais qui sont les pour autorités compétentes pour justement? C'est bien là la question, en fait, la morale que s'attend. L'autorité compétente, j'imagine que c'est le gouvernement, mais mettons un jour, et ne me dites pas que ça ne peut pas arriver, heu, des socialistes arrivent au pouvoir ici sur San Andreas, eh beh, ils n'auront absolument pas la même, vision de ce qu'est une secte que, vous, moi, monsieur Royce qui est un fervent catholique. La vision de la secte, en tout cas dans le sens négatif, sera évidemment largement plus élargie. Je vous rappelle quand même que, par exemple, ce sont des gens qui croient que la religion, c'est l'opium du peuple. Donc que ce soit des courants, très connus ou des courants très minoritaires, ils ne feront pas de différence. Vous voyez un petit peu la boîte de Pandore que ça peut ouvrir à long terme? Parce que, personne n'est éternel, ni monsieur Royce, ni vous, ni moi, et donc rien ne nous garantit qu'à l'avenir, des gens mal intentionnés rentreront au gouvernement et justement auront une vision de la secte beaucoup plus, ouverte, et donc à ce moment-là, des courants comme, la religion catholique, la religion, baptiste, enfin le courant baptiste auquel j'appartiens pourrait, selon eux en tout cas, être considéré, comme une secte. Parce que par définition, c'est un terme qui est social et les termes sociaux sont amenés à évoluer. bien sûr, mais du coup, tout est l'enjeu, ici, pour éviter toute mauvaise interprétation par le futur, de cette loi. Tout est notre travail ici, au sein du pouvoir législatif, de pouvoir faire en sorte que ce soit clairement défini, qu'il n'ait pas de faute d'interprétation qui soit possible et que du coup, par la suite, les organisations en question qui répondent aux critères qui seront définis dans ce texte, heu, soient, subissent les les sanctions, adéquates. Mais, je pense que c'est un travail que nous devons mener et je pense que même, vous pourriez, formuler, d'éventuels amendements sur ce texte pour, clarifier, certains points si vous le souhaitez.
mais je pense que fondamentalement parlant, ce texte, qui aborde un point qui n'est pas défini du tout dans nos textes de loi actuellement, comme le précisait madame, Shimazu en préambule, je pense que ce texte, fondamentalement parlant, il a une importance et nous devons de l'inclure dans nos textes. C'était tout pour moi, je vous remercie. Merci à vous, monsieur Pearson-Williams. Est-ce que d'autres élus auraient des questions? Monsieur Blackburn, je vous en prie, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues. Excusez-moi, je reprends mes petites notes. Vous avez dit que c'était très important de définir les dérives sectaires dans la loi. Je ne peux que vous rejoindre sur ce point. Néanmoins, je rejoins aussi Monsieur le Révérend sur pas mal de paroles qu'il a dites ce soir. Et en fait, je me questionne un petit peu sur certains points du texte. Imaginons, moi, Adam Blackburn, je me fais rapprocher par un gourou et je me retrouve pendant quelques années de ma vie à être éloigné de ma famille, de mes interactions sociales ou je ne sais quoi et de la vie, en fait, de plus toucher d'argent et voire de reverser mon argent à ce gourou. Je un cadre légal existe déjà. En fait, il s'agit d'une escroquerie, il s'agit d'un abus de confiance. Je peine à chercher, à part définir, les dérives sectaires dans la loi, je peine à trouver, en quoi ce texte va apporter de nouvelles choses légales qui vont être bien pour notre État, si ce n'est, comme l'a dit monsieur le révérend, ouvrir une boîte de Pandore. Je sais que je paraphrase un petit peu avec ce qu'il a dit, mais les choses sont là. Le cadre légal, il est là. Vous parliez de l'amende à 4 000 $. Qu'est-ce qui empêche, d'une personne qui a été victime, de je ne sais quoi, d'emprise mentale, demander de faire chiffrer son préjudice et demander la réparation de son préjudice? C'est plus du pénal et ça réparera, le dommage qu'il a subi, vous voyez? Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça, hem, sous le fondement d'une escroquerie, par exemple? OK, alors déjà, est-ce que vous permettez, en tout cas je vais le faire, de citer l'article L, 326, donc c'est l'extorsion et l'escroquerie et vous allez comprendre tout de suite. Est constitutif d'une extorsion le fait d'obtenir par la force, la ruse ou la contrainte un bien appartenant à autrui. Il n'y a pas de notion d'emprise psychologique, La ruse? d'enlever pas de notion de enlever quelqu'un de ses proches, pas de notion d'isolement, il y a pas toutes ces notions-là qui sont les notions de dérive sectaire parce que vous restez bloqué sur la notion de l'argent, ce qui en soi et oui, je suis d'accord avec vous, c'est l'un des plus c'est un très gros problème, les sectaires mais il y a pas que ça. Il y a tout ce qui est isolement, tout ce qui est pression, il y a tout ce qui est le fait d'éloigner la personne des soins médicaux qui lui Mmh. devraient. Il y a Eh pas qu'une bien, notion il y a pas qu'une pardon, excusez-moi. j'aimerais en venir à mon deuxième point, excusez-moi. Dans les textes qu'on va voir ce soir, on va pouvoir voir l'abus de faiblesse qui, à mes yeux, répond justement à cette problématique. Je sais que j'empiète un petit peu sur le prochain point de l'Assemblée, mais on va spécifiquement voir l'abus de faiblesse qui, l'abus de faiblesse, parle, en l'occurrence, plus de choses liées à une influence dans les décisions de la personne, dans ce genre de choses qui établirait un cadre légal sans empiéter sur la liberté religieuse de nos citoyens. Alors, la loi qu'on va voir après, je sais même pas si du coup, j'ai totalement le droit de déblatérer dessus, sachant que, bah, elle est toujours pas là. Mais Oui. globalement, ce serait un plus. C'est un plus et surtout, l'abus de faiblesse, c'est pas forcément ce qui dérive sectaire. Mais encore une fois, on va le voir après. Mais dans tous les cas, ça ne définit pas assez bien la loi qu'encore une fois qu'on verra après. Ni l'abus de confiance ne le fait pas non plus et le fait encore pire et encore une fois, il y a une grande notion de punition qui n'est pas, appliquée dans ces 2 textes. Comparé à celui-là où, bah, après du coup j'ai fait le livret des peines où là, par exemple, j'ai dit que enfin j'ai noté que je vais y arriver, je vais trouver mes mots. L'organisation, merci. L'organisation sera démantelée, il y a pas toute cette notion de punition. Et surtout, c'est pas bien défini du tout. Si un juge se retrouve devant ça, l'avocat, il a juste à bah, je suis désolée, je suis un peu ma procureure, actuellement, mais l'avocat a juste à dire que en soi, la situation sur l'instant T ne correspond pas à l'article de loi tel qu'il est écrit, donc la l'escroquerie
ou l'abus de confiance ou l'abus de faiblesse si le prochain est adopté, je le mets là parce que vous en l'avez cité, bah il aura raison l'avocat. Comment après le citoyen il se défend? Comment il récupère l'argent? Après, dans tous les cas, c'est un pénal et un civil. Comment au civil il le fait passer pour, comment il récupère son argent? Vous comprenez? Et encore une fois, Oui, il y a pas qu'une notion d'argent dans ce texte. Il y a une notion d'isolement, surtout principalement. Une oui, notion c'est de ça, mais après contrôle c'est un mental, préjudice, pas moral d'abus de et que faiblesse. du coup, il est chiffrable. C'est des choses qui se font au civil. Enfin bon, heu, vous auriez eu mon avis sur la question. En fait, je constate que là, l'intérêt, en fait, vraiment de s'attaquer à la liberté religieuse et c'est j'ai pas à vous en plaçant directement le mot dérive sectaire les dérives sectaires sont quelque chose de très grave quand même. Hem, mais au-delà de sanctionner ces dérives sectaires, je comprends pas quel sera l'intérêt pour nos citoyens, si ce n'est, d'avoir une épée de Damoclès au-dessus des religions, qui va justement être un peu en mode: «Faites ci, mais faites pas ça» ou «Demandez pas trop ceci» ou «Faites pas trop cela» parce que, en fait, ça empiète un petit peu et on sait pas où est la limite. Je sais que je suis pas clair, hem, mais je vois qu'il y a juste le seul intérêt est de placer les dérives sectaires, dans la loi, mais d'une façon assez maladroite. Dans un cadre légal qui existe plus ou moins, mais c'est juste pour le renforcer, en fait. OK, alors je suis désolée, j'ai pas envie de me sonner comme un disque rayé, mais je vais redire la même chose que j'ai dit tout à l'heure au révérend. En quoi les religions, surtout, du coup, là, je vais reprendre l'exemple de la religion, du référent parce que je sais À partir du moment en où il y a marqué quoi elle coche religieux, les tout le monde est cases de mon concerné. article L45-1? C'est ça la vraie question parce que, la religion chrétienne, telle que, par exemple, l'exerce, le révérend, ne demande pas à un individu de s'isoler complètement du reste de sa famille, ne lui demande pas de renoncer à un vaccin, pas Monastère. de faire des C'est dons pour à ça que je disais un certain que montant. Attendez, excusez-moi, laissez-moi vas-y. finir s'il vous ne demande pas de faire un nombre de dons ou de faire des trucs, c'est vraiment par définition une volonté de la personne. Le révérend peut très bien dire, «Oui, moi j'aimerais atteindre ce là», mais les gens sont pas forcés, il y a pas d'emprise mentale en mode: «Oui, si on fait pas ça, l'église elle ferme et vous vous rendez compte, on pourra plus soigner votre cancer». Parce qu'en plus généralement, c'est des personnes qui sont fragiles psychologiquement. Je l'ai dit là de toute façon, Mmh. dans le premier. Je vous en prie, reprenez la parole. Bah, À partir du moment où ils utilisent je le vois terme ça de de religion, tout le monde est concerné, en fait, hein. je vois ça de façon assez simple aussi de mon point de vue aussi. Imaginons, moi, par exemple, je vais régulièrement à la messe, je ramène, un cousin à moi qui est pas forcément sensibilisé à ça. Il va voir le panier de la quête tourner, par mimétisme social, il va m'être habillé. Est-ce que ce mimétisme social, il est, pris comme une emprise mentale? Parce que, en fait, c'est ça. C'est plein de comportements qu'il y a des automatismes dans beaucoup de religions, beaucoup d'automatismes comme ça, qui avec, des personnes, à la justice, des juges ou par exemple, une police d'études qui ne serait pas forcément bien intentionnée, pourrait détourner le texte de son intention qui est très bonne, je ne remets pas ça en cause. Mais ce C'est que texte, il c'était est ça. très facilement détournable de son intention. Alors, je me permets, si vous l'acceptez, dans tous les cas, je vais le faire, de reciter, parce que c'est un débat depuis tout à l'heure, donc je me permets de reparler de l'exploitation financière que j'ai mis. Donc le troisième point, l'exploitation financière sous forme de dons forcés, cessation de biens au travail non rémunéré. Il y a bien marqué «forcé» dedans. Donc si votre collègue, votre cousin ou je ne sais plus ce que vous m'avez dit, si votre collègue donne par mimétisme, il n'est pas forcé et là, il le fait parce que, vous le faites aussi. Il n'est pas forcé là. Alors c'est pas une pression sociale. Notion de Bah, vraiment. c'est un peu un code social qui est posé là, c'est une règle implicite, en fait, si Mais vous il y a une préférez. différence entre être forcé et juste suivre un mouvement. Vous êtes pas d'accord avec moi? Bah, ça Le dépend du juge mal juge. intentionné, Le juge, il fait appliquer Ça la loi dépend du comme, juge qui jugera l'affaire. comme elle est notée ici. les juges ne sont pas infaillibles non plus, ils ont aussi des opinions et religieuses. Oui, ils sont Je veux pas bien le croire, mais le juge est censé être impartial et dans tous les cas, si vous constatez que c'est pas bon, vous pouvez faire appel et vous aurez un autre juge qui étudiera le dossier différemment. Certes.
Mais Oui, mais enfin, il aurait été bien de ne pas directement aller, à la case appel, vous voyez? Enfin, c'est ça le problème, ou alors on est parti pour, des mois et des mois de plus un texte est procès. clair, moins la justice sera encombrée, justement. Enfin, voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur les idées que je voulais dire ce soir. Je vous remercie pour vos réponses, madame Kimazou, à moins que vous ayez autre Non, chose. non, mais je vous remercie aussi pour vos questions. Bien, merci monsieur Blackburn. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre et passer, à monsieur Hayes, je vous en prie. J'avais des questions. Pourquoi avoir chargé seulement une interdiction de 2 semaines et pas une interdiction plus longue ou permanente? Et pourquoi ne pas avoir mis des sanctions plus lourdes en cas de circonstances aggravantes? Alors du coup, les C'est ça circonstances l'histoire de aggravantes l'autorité religieuse. sont juste notées comme, ce qui est considéré comme des circonstances aggravantes. Il y a pas marqué de sanction. Généralement, du coup, c'est fois 1,5 la peine et les dirigeants, sont interdits de 2 semaines parce qu'il y a une notion quand même de liberté. On est dans un état libre. Ils ont le droit de reformer une nouvelle structure, surtout que structure peut aussi être, simplement une entreprise. Donc on va pas empêcher les criminels, mais on est quand même dans un état libre et il y a la notion de, une fois que la peine est exécutée, vous voyez? Oui, mais donc, une fois sa peine faite, rien ne l'empêche de recommencer éternellement et Bah, ainsi de c'est suite. On va bah, si l'interdire on excusez-moi, non, je je vous vais en vous prie, couper, mais c'est on va l'interdire, il va faire sa peine, il va recommencer, on va l'interdire, il va faire sa peine et c'est, un cercle sans fin. je suis d'accord avec vous, mais du coup, on pourrait dire ça de tous les lois qui sont appliquées, dans notre État. Bah, qu'est-ce qui nous empêche de libérer du coup, à la suite d'un emprisonnement, quelqu'un pour trafic de drogue? Qu'est-ce qui nous dit qu'il va pas juste recommencer? Je suis d'accord avec vous sur ce point-là, mais on peut pas juste créer des lois infinies. Vous comprenez? Je Je sais pas si comprends, je suis claire. mais pour ma part, je pense que ce n'est pas suffisant parce que là, rien n'est dissuasif pour l'empêcher de recommencer. Parce que les lois Et sont comme aussi faites pour ça, pour dissuader de recommencer une fois qu'ils ont été jugés. non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est le cadre de l'amende et le temps de prison et le fait de ne pas pouvoir créer de structure pendant 2 semaines, c'est déjà leur punition et je vous le dis, ça c'est pareil, ça s'applique pour tous les infractions de code pénal de Saint-Andreas. On pourrait dire ça de tous les codes. Encore une f Encore une fois, imaginez quelqu'un qui vend de la drogue. Qu'est-ce qui nous dit qu'en le relâchant, il va pas le refaire? Je vous le dis, je parle pour le coup, je parle en tant que procureur, j'en ai revu des gens que j'ai envoyés en prison qui m'avaient dit qu'ils avaient compris, hein, et ça, on peut pas juste les retenir indéfiniment en espérant qu'ils refassent plus de d'infractions au code pénal. Sinon, vous imaginez, il y a quelqu'un je sais pas, a une ivresse sur la voie publique. Je vous prends un exemple assez simple. On va pas le punir indéfiniment en espérant qu'il soit pas à nouveau ivre sur la voie publique. Là, c'est pareil. On lui interdit de permis, c'est pas la On même peut pas le chose. priver indéfiniment de sa liberté. Il est dans un état libre. Puis-je intervenir, s'il vous plaît? Je suis Puis-je désolée, je vais pas intervenir? sonner comme un disque rayé, mais pour le coup, je n'ai pas de meilleur argument à vous sortir. OK, c'est tout ce que j'avais comme question à poser. Merci monsieur Hayes. Monsieur Colby, je vous en prie. Merci bien. Je reviens sur votre exemple du permis de conduire. Heu, Étant donné que ce n'est pas comment dire? Un droit, c'est plutôt un bien obtenu et c'est un peu plus compliqué de classer comme une liberté, voyez-vous? J'ai parlé d'ivresse sur la voie publique, j'ai pas parlé de permis de conduire. Oui, mais quand une personne est plusieurs fois réprimandée pour une ivresse sur la voie publique, généralement, que ce soit au volant ou autre, son permis va être retiré. Mais en aucun cas, on ne peut demander à quelqu'un de lui retirer sa foi ou ses croyances, voyez-vous? Si demain j'ai pour croyance, je sais pas, on va prendre un exemple,
Je tombe sur une, on va dire, sur, entre guillemets, une secte qui loue adorablement un dieu qui ressemble à une chaise, qui me demande de m'isoler. Parce que pour des retraites spirituelles, pour augmenter ma foi, tout ça. Si c'est fait dans le bon vouloir de la personne, je ne vois pas en quoi la secte devrait être interdite. Alors Oui. déjà, je me permets de revenir sur votre exemple de l'ivresse sur la voie publique. Alors sachez qu'il y a absolument le permis à la fin. Et deuxièmement, on ne parle pas d'enlever la personne, on parle vraiment de l'individu qui est à l'origine d'eux. On ne parle pas des individus qui sont dedans. Ils vont pas être accablés, eux. On les considérera comme des victimes à la rigueur. Et ce que je viens de vous dire, si admettons le gourou demande à plusieurs fois, plusieurs reprises des retraites spirituelles, ça peut être 1, 2 jours ou plusieurs jours, mais que les personnes sont volontaires de le faire. Ce n'est en aucun cas un isolement involontaire et forcé, si les personnes sont volontaires. Il y a quand Ça, même une ça voudrait dire qu'il nuance, faudrait faire une dissociation. il y a une nuance d'emprise psychologique que vous oubliez dans ce détail-là. Ah, si c'est une demande formulée, je ne vois pas en quoi. Typiquement, Monsieur Rutherford me demande demain si je veux bien aller faire un pèlerinage avec lui. Je suis tout à fait ouvert à pouvoir refuser ou accepter. Cela reste mon choix. Et ce n'est pas pour autant que ça va forcément, on devrait blâmer Monsieur Rutherford parce qu'il m'a proposé d'aller faire un pèlerinage. Il n'a aucune emprise sur moi. Mais à aucun moment on a parlé de demande. Enfin, depuis le début, je précise qu'il y a vraiment marqué forcé. Et vous étiez là pendant la commission quand on a défini l'article 45 et que vous avez rajouté l'emprise chimique. Il y avait marqué qu'il y avait une emprise mentale, physique, financière ou chimique. Oui, Vous ne savez pas? si, si. Moi, ce qui me dérange, c'est comment dire, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment vous l'expliquer ce que je vais vous dire. Ouais, je saurais pas vous l'expliquer ce que je veux dire, j'arrive pas à poser les mots dessus. Ok, très bien. Merci, Monsieur Colby. On va pouvoir poursuivre. Madame Shimazu, souhaitez-vous soumettre au vote votre proposition de loi? Oui, s'il vous plaît. Bien. Monsieur Pearson Williams, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Non, Favorable. surprenant. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Madame Shimazu, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Le texte va passer. Merci. Monsieur Blackburn, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Défavorable. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Défavorable. Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Défavorable. Bien, n'ayant reçu aucune procuration de Monsieur Turner, nous sommes donc à égalité, 3 voix pour, 3 voix contre. Comme le veut le règlement de l'Assemblée, c'est à moi-même de trancher En fait, on au va vu vraiment de aux tout ce œuvres qui a religieuses pu dans cette être affaire. dit pendant le débat. Je suis favorable à l'ajout de l'article 345 à 345-3 du Code pénal. Voilà. Tous les mouvements religieux sont donc considérés désormais. Bien, nous allons pouvoir poursuivre avec le deuxième texte. Madame Shimazu, je vous en prie, avec l'ajout de l'article 346 à 346-3 du Code pénal. La parole est à vous. Je suis pas là jusqu'à 1h du matin. Ok. Donc actuellement, dans le code pénal, il n'y a que l'abus de confiance qui est désigné. Sauf que l'abus de confiance est très flou et ne parle pas de ce qui est la fragilité physique, mentale, sociale de leur victime. Se permet de clarifier, de faire vraiment une distinction. Ça permet aussi On entend une fois sur deux aussi. par notion de déséquilibre.
que cette, de déséquilibre mental de la personne, la jeunesse, et cetera, que, donc article L. 346, l'abus de faiblesse se caractérise par l'exploitation d'un individu en situation de vulnérabilité, qu'elle soit physique, psychologique ou sociale, dans le but de lui obtenir un avantage, un engagement, une renonciation des droits contre son intérêt. L. 346-1, l'infraction est constituée dès lors qu'un individu tire profit de l'état de faiblesse ou de dépendance d'une personne afin de lui escroquer de l'argent, des biens, des services, des faveurs ou encore une influence indue sur les décisions, notamment en matière patrimoniale ou contractuelle. Une faiblesse peut résulter de différentes formes d'influence. L'exploitation d'un état de santé dégradé, empêchant la victime d'avoir une pleine lucidité sur les engagements qu'elle prend. L'abus de confiance dans un cadre affectif ou familial visant à obtenir un avantage par la manipulation émotionnelle. L'exploitation d'un état de dépendance économique ou psychologique rendant la victime incapable d'exercer une liberté de choix réelle. La pression exercée dans un contexte de suggestion mentale, excusez-moi, notamment au sein d'un groupe ou d'une association exerçant une emprise sur la personne concernée. Article L. 45-2 sont considérés comme des circonstances aggravantes lorsque l'abus de faiblesse est perpétué par un membre de la famille, une personne détenant une autorité légale, médicale ou religieuse sur la victime, ou si l'abus a conduit la victime à préjudice grave, dépouillement total, exclusion sociale, détresse psychologique avérée. L. 46-3, la situation de faiblesse peut être attestée par un professionnel de santé. Merci Madame Shimazu. Si vous le désirez, on va donc passer au débat. Je vous en prie. Bien, chers élus, avez-vous des questions? Pas de questions à ma droite, pas de questions. Monsieur Hayes, pardon, allez-y, je vous en prie, la parole est à vous. Attendez, je récupère juste mes notes. Existe-t-il un délai de prescription spécifique pour cette infraction, étant donné que les victimes peuvent parfois mettre du temps à se manifester? Oui, alors, comme tous les délits, logiquement, ça devrait être 14 jours. 21, pardon, n'importe quoi, 14, n'importe quoi, c'est les contraventions. C'est 21 jours pour les délits. OK, c'est tout, c'est la seule question que j'avais. Merci Monsieur Hayes. Bien, si pas d'autres questions du côté des élus, Madame Shimazu, souhaitez-vous soumettre au vote votre projet de loi? Oui, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Pearson Williams, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Madame Shimazu, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Blackburn, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Et pour finir, Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Je vous remercie. À 6 voix pour, votre projet de loi est donc adopté par l'Assemblée, Madame Shimazu. Je vous en prie, vous pouvez poursuivre sur l'ajout d'articles L347 et L347.1 du Code pénal. La parole est à vous pour présentation. OK, donc celui-là, il est un peu technique, ça vient d'être, c'est qu'en gros, il existe déjà dans un autre article, sauf que le truc, c'est que cet article regroupe ce qui est, secret professionnel et droit de réserve, donc il est préférable que ces 2 textes soient séparés pour qu'on comprenne vraiment la nuance entre les 2. On puisse sanctionner de manière différente, que ce l'article L47 L3 L.347, excusez-moi. Toute personne tenue au secret professionnel de par sa profession ou ses fonctions, qui divulgue des informations confidentielles obtenues dans l'exercice de ses responsabilités, sans autorisation légale ou consentement éclairé de la personne concernée, commet un délit de violation du secret professionnel. L'article L347-1, cette infraction est constituée dès lors que l'auteur communique, transmet ou exploite des informations protégées, qu'elles soient verbalement, par écrit ou sous forme numérique, par d'autres moyens, y compris indirectement.
Sont notamment concernés, sans que cette liste soit exhaustive, les professionnels de santé, médecins, psychologues, infirmiers, etc., les avocats et les auxiliaires de justice, les forces de l'ordre et les magistrats, les fonctionnaires et les agents publics soumis à une obligation de discrétion. Pardon. La simple tentative de divulgation ou négligence entraînant une fuite d'informations confidentielles peut également être commandée au titre de cette infraction. Article L347-2, parmi les exemples, les sanctions supplémentaires pourraient être appliquées par l'entité de rattachement, ordre professionnel, administration ou employeur à l'encontre du professionnel en faute, telles que la suspension temporaire, l'interdiction d'exercer ou des mesures disciplinaires internes. Sachant que, je préfère préciser, normalement, du coup, avec un casier, les fonctionnaires, les forces de l'ordre et magistrats sont dans tous les cas soumis à la perte de leur emploi avec un casier. Bien, merci Madame Shimazu. Chers élus, avez-vous des questions? Aucune question sur ma droite, aucune sur ma gauche. Bien. Madame Shimazu, souhaitez-vous soumettre au vote votre projet de loi? Oui, s'il vous Pour les plaît. journalistes, dans un sens. Merci. Monsieur Pearson Williams, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Madame Shimazu, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Blackburn, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Favorable. Merci. Et pour finir, Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou vous vous abstenez? Je m'abstiens. Je vous remercie. Madame Shimazu a 5 voix pour et une abstention. Votre projet de loi est donc adopté par l'Assemblée. Je vous en prie, vous pouvez donc poursuivre pour l'ajout de l'article L345 au livret des peines. Ok. Du coup, l'article en étant un 300 quelque chose, c'est considéré comme un délit. Je trouve que c'est quand même pour moi une grande infraction que les dérives sectaires. Je vous propose que l'article L345 au livret des peines soit 1 an de prison et 50 000 $ d'amende. Merci. Y a-t-il des questions? Non, ça ferait doublon avec le premier débat. Bien. Madame Shimazu, souhaitez-vous soumettre au vote votre projet? S'il vous plaît. Monsieur Pearson Williams, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Madame Shimazu, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Blackburn, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Défavorable. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable? Est-ce que vous vous abstenez? Je m'abstiens. Pour finir, Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Défavorable, je me suis opposé au premier texte. C'en est la Merci, pire. Monsieur Rutherford. Madame Shimazu a 4 voix pour, 1 voix contre et une abstention. Votre projet de loi est donc adopté par l'Assemblée. Je vous en prie, vous pouvez poursuivre pour le prochain l'ajout de l'article L346 au livret des peines. Et tu vois combien? Ok. Ouais, je vais le faire très simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, j'ai précisé que l'abus de confiance était à 4 500 $. Pour moi, l'abus de faiblesse mérite une sanction plus grave, notamment au niveau des amendes. Une certaine question qui. Donc, je prends 36, 15 minutes de garde à vue et 15 000 $ d'amende. Merci, Madame Shimazu. Chers élus, avez-vous des questions? Bien. Madame Shimazu, souhaitez-vous soumettre au vote votre projet de loi? S'il vous plaît.
Monsieur Pearson Williams, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Madame Shimazu, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Blackburn, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez, pardon? Je m'abstiens. Pour finir, Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Madame Shimazu a 5 voix pour et une abstention. Votre projet de loi est donc adopté. Vous pouvez poursuivre sur l'ajout de l'article L347 au livret des peines. Ok. Je vais vous sortir que ce que j'ai dit pour l'abus de confiance. Le droit de réserve est actuellement à 13 000 $ et 30 minutes de garde à vue. Donc, je vous propose l'article L347 à 30 minutes de garde à vue pareil et 30 000 $ d'amende. Merci, Madame Shimazu. Y a-t-il des remarques, des questions de la part des élus? Bien. Madame Shimazu, souhaitez-vous soumettre au vote votre projet de loi? S'il vous plaît. Monsieur Pearson Williams, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Madame Shimazu, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Blackburn, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou vous abstenez-vous? Je m'abstiens. Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou vous abstenez-vous? Défavorable. Bien, Madame Shimazu a 4 voix pour, une voix contre et une abstention. Votre projet de loi est donc adopté par l'Assemblée. Je vous remercie pour la présentation de votre texte. Vous pouvez reprendre place. Merci à vous. Nous allons pouvoir aborder le dernier point de cette séance plénière avec le projet de loi constitutionnelle présidence de l'Assemblée présenté par Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, vous pouvez prendre place au pupitre. La parole est à vous. Parfait, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus. Donc, nouveau projet de loi du gouvernement qui vise aujourd'hui à modifier la Constitution et d'autres textes, forcément, qui sont aussi impactés, puisque aujourd'hui nous vous proposons de séparer encore plus l'Assemblée du gouvernement. Euh, si on prend ce qui est fait aujourd'hui, ben, vous avez Monsieur Moon, président de l'Assemblée et vice-gouverneur, qui cumule ces deux postes. L'idée de ce texte, c'est tout simplement de retirer au vice-gouverneur ses fonctions au sein pardon, de l'Assemblée, afin que l'Assemblée soit pleinement indépendante du gouvernement et que voilà, chacun fonctionne de son côté. Alors bien évidemment, pour les questions euh, d'ordre technique, administratif, telles que budgétaire, il faudra une collaboration institutionnelle entre la tête du gouvernement et la tête de l'Assemblée. Mais sinon, voilà, dans l'organisation de la vie de l'institution, dans la présidence de l'institution au sein de laquelle vous siégez aujourd'hui, le gouvernement vous propose de faire cette séparation pleine et entière. À une époque, c'était proposé par certains élus au sein de cette institution. Enfin, il était proposé par ces élus, pardon, d'inverser le rôle de président pro tempore aujourd'hui, avec celui de président donc, qui est occupé par le vice-gouverneur. Mais du coup, ce texte permet d'aller encore plus loin. Donc voilà, donc un premier chapitre. Si on reprend ce projet de loi constitutionnelle qui vise donc à modifier, bah, comme son nom l'indique, la Constitution, en revenant sur la section 3.5 et 3.6 de l'article 4 de la Constitution, donc article 4 qui concerne le pouvoir législatif et donc sa section 3 qui concerne l'Assemblée. Donc
la section 3.5 est modifiée de sorte à ce que l'Assemblée d'État de San Andreas soit présidée par le président de l'Assemblée et non plus par le vice-gouverneur. Et la section 3.6 qui dit donc que le président de l'Assemblée est un représentant élu parmi l'ensemble des représentants lors de l'ouverture de la législature. Et donc un troisième article à ce chapitre, cette fois qui vise à modifier l'article 5, donc relatif au pouvoir exécutif. Et donc sa section 10, afin que le vice-gouverneur, afin de redéfinir les missions du vice-gouverneur, donc de sorte à ce que le vice-gouverneur assiste le gouverneur dans l'exercice de ses fonctions et assure la coordination des actions gouvernementales, en ajoutant qu'il peut superviser certaines agences ou départements d'État selon les délégations de pouvoir accordées par le gouverneur. Mais là, c'est vraiment purement question organisation interne au pouvoir exécutif, donc libre au duo qui siégera à la tête de cette institution. Un deuxième chapitre maintenant, donc, qui vise à apporter toutes les modifications nécessaires, en tout cas qu'on juge nécessaires, au règlement intérieur de cette assemblée. Donc, toute la section 2 du règlement intérieur de l'Assemblée, donc qui concerne la présidence de l'institution, à savoir que l'Assemblée de l'État de San Andreas est présidée donc par le président de l'Assemblée et que celui-ci, comme indiqué dans la Constitution, est élu par l'ensemble des représentants lors de la première séance de la législature, que ces mêmes représentants éliront également lors de cette première séance un vice-président qui aura donc pour rôle de seconder le président de l'Assemblée dans ses fonctions. Ensuite, on apporte forcément les modifications nécessaires quant à la composition du bureau de l'Assemblée, à savoir qu'aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée se compose du président qui est le vice-gouverneur, du président pro tempore et des présidents de commission permanente. Et donc forcément, ce nouveau bureau, si cette réforme est adoptée, sera composé du président, du vice-président de l'Assemblée et des présidents de commission permanente. Donc une composition de 5 ou 6 membres en fonction, ce que je vais venir tout de suite. Quant au rôle de vice-président, parce que autant on pense par cette réforme que le président de l'Assemblée, comme c'est le cas aujourd'hui pour le président pro tempore, ne peut pas occuper le poste et de président de l'Assemblée et de président de commission, au vu des charges que ça implique et des charges supplémentaires que ça impliquera par la suite, alors que le vice-président, lui, pourra cumuler le poste de président de commission permanente et de vice-président de l'Assemblée. Donc voilà, il peut y avoir cette petite variation du nombre de sièges au sein du bureau en fonction de la composition de l'Assemblée. Mais ça, ce sera aux élus d'en décider lorsqu'ils éliront leur vice-président et leur président de commission. Donc on en revient ensuite avec l'élection du bureau de l'Assemblée. Donc on détaille les procédures qui ne changent pas au final, puisque le président de l'Assemblée, aujourd'hui c'est comme le président pro tempore, il est élu au scrutin uninominal majoritaire à plusieurs tours, à la majorité absolue des voix des membres de l'Assemblée, et non pas des membres présents lors du vote, hein, c'est bien à la majorité absolue des personnes qui siègent. Et donc, il faut qu'un tour soit fait que l'élection se poursuive tant qu'une majorité absolue ne se dégage pas. Et donc, c'est la même chose pour le vice-président. Donc voilà. Bien évidemment, on vous propose de maintenir le fait qu'en cas de renouvellement d'une partie des sièges de l'Assemblée suite à des élections partielles, un représentant peut demander de procéder à une nouvelle élection pour désigner un nouveau président ou vice-président de l'Assemblée, et que cette nouvelle élection doit être approuvée, que la demande doit être approuvée à la majorité des élus de l'Assemblée pour que cette nouvelle élection puisse se tenir. Donc voilà. Ensuite, on en revient sur la présidence de l'Assemblée. Alors ça va être un peu long, mais on était obligé de passer par tout ça puisque il fallait remplacer au sein du règlement intérieur de l'Assemblée, dans notre proposition, tous les termes président pro tempore par président. Donc c'est pour ça que ce deuxième chapitre de ce PLC est assez long. Mais donc on en revient après sur ce qui se fait déjà aujourd'hui, hein, au niveau de la présidence de séance par exemple, sur le fait que donc, la présidence est assurée par le président de l'Assemblée ou par le vice-président en cas d'absence
du président ou d'impossibilité de celui-ci d'assurer la présidence de séance, que cette présidence de séance ne peut changer en cours de séance sauf cas de force majeure, et bien évidemment que le président de séance ne peut prendre part au débat lors de la séance. En revanche, il peut prendre part au vote. Donc voilà, on revient ensuite sur le rôle du président de séance qui ne change pas, mais il a fallu modifier certains termes. Donc voilà, ensuite il y a un article 5 qui vise, lui, à modifier le deuxième paragraphe de la section 4.1.2 du règlement intérieur de l'Assemblée. Donc c'est sur la composition des commissions permanentes, qui dit bien que le président de l'Assemblée doit être membre, comme tout élu, de 2 commissions permanentes, mais il ne peut pas être président de commission, contrairement donc au vice-président, comme je disais tout à l'heure, qui lui, donc comme tout le monde, doit être membre de 2 commissions permanentes, mais lui peut être président de commission. Ensuite, le point suivant, donc l'article 6, qui dit que le président et vice-président de l'Assemblée peuvent assister aux réunions des différentes commissions permanentes pour veiller au bon déroulement de ces réunions, qu'ils peuvent également, si le président de commission en fait la demande, apporter un avis durant les débats, comme ça se fait aujourd'hui. Mais le président et le vice-président de l'Assemblée ne prennent pas la place déjà du président de commission et ne peuvent pas prendre part au vote d'amendements ou de textes, sauf s'ils sont membres, bien évidemment, de la commission permanente qui se réunit au moment où ils interviennent. Ensuite, un article 7, donc, concernant l'ouverture de commissions spéciales. Avec les modifications qui sont apportées et qui dit donc que le président de l'Assemblée et le vice-président peuvent être président d'une commission spéciale, comme c'est le cas aujourd'hui. Le président pro tempore, il me semble, peut être président d'une commission spéciale. Mais ça, c'est des cas très spécifiques. Et bien évidemment, on ne change pas la composition de ces commissions spéciales, etc. et le fonctionnement dans l'élection du président de celle-ci. Et enfin, un article 8, donc, qui vise à modifier le paragraphe de la section 8, enfin le premier paragraphe pardon, de la section 8 du règlement intérieur, celui donc, qui est relatif aux indemnités de fonction, afin, donc, comme je disais, de juste changer le terme président pro tempore par président de l'Assemblée. Enfin, un avant-dernier chapitre qui vise lui à modifier un troisième et dernier texte, donc, qui est le code gouvernemental, puisque, comme vous le savez peut-être, le président pro tempore de l'Assemblée aujourd'hui siège parmi le Conseil des régents, donc qui est l'organe qui dirige l'université de notre État, par exemple qui nomme le recteur, etc. Et donc, voilà, on remplace le président pro tempore de l'Assemblée par le président de l'Assemblée. Et puis un dernier chapitre, dernière disposition de cette proposition de loi constitutionnelle qu'on vous fait aujourd'hui, et donc de réforme de votre institution, qui vous propose de faire entrer cette loi en vigueur en début de la législature qui suivra, donc la promulgation de ce texte, si celui-ci est adopté. Donc encore une fois, je terminerai par là. L'idée de ce texte, c'est encore une fois vraiment de séparer au maximum les différentes institutions de notre État pour gagner en autonomie et aussi pour qu'aux yeux de nos concitoyens, ce soit clair et net que l'Assemblée et le gouvernement, ce n'est pas la même chose, que leurs élus au gouvernement ont leurs responsabilités et que leurs élus à l'Assemblée ont également leurs responsabilités et que ces responsabilités ne sont pas les mêmes d'une institution à l'autre. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le gouverneur. On va donc pouvoir passer au débat. Chers élus, si vous avez des questions, je vous en prie. Monsieur Rutherford, la parole est à vous. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président, monsieur le gouverneur. Moi, ma question portait en réalité sur la place du futur président de l'Assemblée dans la ligne de succession. Garde-t-elle celle qu'il a actuellement ou du président pro tempore dans la ligne de succession ou est-ce que sa place change dans cette dite ligne de succession? Alors, pour l'instant, le débat n'est pas tranché. Donc, pour l'instant, ça ne change pas. Si ça a besoin de changer, ce sera décidé par les différentes institutions dans un débat devant le Congrès. Et puis voilà. Non, mais parce que par définition, c'est quand même une question qui a la nécessité d'être tranchée maintenant. La ligne de succession, c'était quand même pas rien et si vous me dites que demain, le président de l'Assemblée sera donc
un élu, ce que moi, en tout cas, je vous le dis, je suis tout à fait pour. Il faut également penser à la place de cet élu si malheureusement il arrive, du mal au gouvernement. Parce que de fait, s'il a la place, actuelle du président pro tempore, ce n'est pas la même chose que s'il prend la place d'une personne encore au-dessus ou s'il prend la place d'une personne en dessous. On l'entend. Pour l'instant, ça ne change pas. En tout cas, on vous propose de rester tel quel par ce Mais texte. Donc à savoir que, le président de l'assemblée se tiendrait donc en deuxième position dans cette ligne de succession, derrière le vice-gouverneur. En revanche, si vous pensez, il heu, prendrait la place à du l'opposé, président pro tempore. C'était tout ce que je voulais c'est ça, savoir, monsieur le gouverneur. c'est ça. Mais si vous voulez qu'on ait un débat là-dessus parce que vous pensez Du que tout, c'est pas du sa tout. bonne Je voulais place. simplement savoir où était, la OK, place OK. du nouveau président. Et bien voilà. Merci, monsieur Rutherford. Monsieur Hayes, il me semble que vous aviez levé la main pour une question. Oui, merci, monsieur le président. Est-il prévu le cas où il y a un risque de blocage en cas d'absence de majorité lors des élections du président et du vice-président de l'Assemblée? Oui, alors, c'est vrai que j'y suis pas revenu dans, ma présentation du texte, mais forcément et la question se pose dès le lancement de la législature. Comment cette législature et comment cette assemblée, fait-elle pour s'organiser lors de la première séance avant qu'un président de l'assemblée soit élu et donc que celui-ci puisse, prendre la présidence de la séance? Et ben, tout simplement, c'est au doyen de, l'assemblée, donc à l'élu le plus âgé, de présider, la séance le temps, de l'élection du président. Puis, une fois le président élu, celui-ci, prendra sa place, à la présidence, de la séance et de l'assemblée pour Après ma poursuivre, dans l'élection des, membres, qui suivent dans le bureau, donc notamment le vice-président et puis, ça a déjà été le cas par le passé et bon ça du coup, ça a été assuré par, le président de l'assemblée en tant que vice-gouverneur, mais, dans le cas où, les élections, se traînent dans la durée et qu'il faut, plus d'une dizaine de tours pour parvenir à une majorité absolue, et ben, ce sera toujours, à ce doyen des représentants de présider, et de veiller au bon déroulement de ces élections. mais après ma question, c'était surtout en cas, de du fait que, l'Assemblée n'arrive pas à dégager une majorité, qu'est-il prévu? Et ben, il va Si bien aucune falloir un majorité moment n'exi que l'assemblée dégage une majorité. C'est comme pour le président pro tempore au final. C'est une question aussi peut-être de responsabiliser un peu, les différents partis politiques, les différents élus, et de faire en sorte que les Super institutions ne soient pas question. bloquées et puis que, cette assemblée puisse fonctionner correctement. Question de d'ouvrir le dialogue, de créer peut-être des coalitions, et cetera, et cetera. Je vous remercie pour votre réponse, monsieur le gouverneur. Merci à vous, monsieur Hayes. Y a-t-il d'autres questions? Bien, pas d'autres questions. Monsieur le gouverneur, souhaitez-vous soumettre au vote votre projet de loi constitutionnelle? Oui, s'il vous plaît. Bien. Monsieur Pearson Williams, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Madame Shimazu, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Hayes, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Blackburn, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Monsieur Colby, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Je m'abstiens. Monsieur Rutherford, êtes-vous favorable, défavorable ou est-ce que vous vous abstenez? Favorable. Bien, je vous remercie. Monsieur le gouverneur, à 5 voix pour et une abstention, votre projet de loi constitutionnelle est donc adopté par l'Assemblée. Merci à vous. Je vous remercie. Nous allons passer au dernier point, monsieur le gouverneur. Vous pourrez répondre Ah assis oui, comme pardon. vous le souhaitez, soit au pupitre ou à votre place. Chers élus, si vous avez des questions diverses pour le gouvernement, je vous en prie, la parole est à vous. Monsieur Hayes. Merci, monsieur le président. Oui, j'ai une question. Serait-il possible de publier publiquement les résultats des votes du Sénat qui nous sont transmis à l'Assemblée de façon interne dans le but de plus de transparence pour nos citoyens?
Alors Du coup, pour je le pense coup que cette question, oui, c'est pour vous, Monsieur le oui, Président. c'est plus, pour moi, pour le coup. Oui, cela est possible si, l'assemblée, souhaite que ces votes du Sénat soient mis à disposition, de nos citoyens. Cela peut être possible en effet. En tout cas, je pose le débat si ça intéresse des élus. Oh, bien sûr, naturellement. Il y a Sûr. rien à cacher. Bien sûr. Bien, ça sera donc fait. Merci monsieur Hayes. De rien. C'est le vote le plus facile que j'ai gagné de ma carrière. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Blackburn, je vous en prie, la parole est à vous. Merci Monsieur le président, merci Monsieur le gouverneur pour, d'avance, de réponse à cette question. Cette question va être très simple, j'imagine que vous avez pu l'anticiper. Ces dernières semaines, les convois du fisc ont été, victimes, de multiples attaques, comme ils disent dans les médias. On voit notamment, une recrudescence des patrons d'entreprise qui, à juste titre, voient, leurs impôts, partir un peu aux mains des entreprises criminelles, des entreprises criminelles belles celles-là, des entreprises criminelles, de cette ville. Ma question, elle est simple et épargnez-moi la langue de bois à propos de la commission spéciale qui va se tenir juste après. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu? On a vu, par exemple, dans la dernière dépêche du Weasel News que un des commettants, a prévu de perpétuer les actes dans les semaines à venir. Le prochain convoi, c'est lundi, mardi, je crois que c'est dans ces eaux-là, les convois. Heu, qu'en est-il, en fait, des moyens de police qui vont être déployés? Est-ce que ça va être la même routine et ça va se refaire péter? Voici ma question pour vous, monsieur le gouverneur. On Alors, lancera quelques opinions de presse, déjà hein. pour les prochains convois, on passe sur un système totalement différent afin de permettre, à nos forces de l'ordre, à nos services, donc de sécurité qu'est le DHS et au bureau du fisc, de vraiment prendre le temps de revoir de fond en comble le système de convoi de taxes afin de pouvoir garantir de la meilleure des manières la sécurité, déjà des personnes qui sont dans ces convois, de l'argent qui est transporté et aussi des chefs d'entreprise, dans lesquels le convoi passe. Donc déjà pour le prochain convoi, ce sera pas du tout un convoi. Donc voilà, ce qui laisse un peu de temps de travail et de répit, pour nos agents. Dans un second temps, vous avez mentionné, l'article du Weasel. Dans ce même article, il me semble qu'il a été question, et si c'est le cas, je vous le confirme, d'une réunion qui s'est tenue hier au gouvernement entre différents acteurs qui sont impliqués dans ces convois, à savoir le bureau du fisc, enfin tous ceux que j'ai nommés avant, au final, les 7 forces de l'ordre, le DHS, le bureau du fisc. Donc il y a un gros travail, encore une fois, comme j'ai dit, qui est mené pour revoir le convoi de fond en comble. Après, je ne vais pas pouvoir rentrer plus que ça dans les détails, puisque de mon côté, Oui, ça va de avec soi. monsieur le vice-gouverneur, on a lancé la mission, enfin on a donné pour mission donc à ces différentes personnes, et notamment celles qui sont en charge de ce convoi, bah, tout simplement de revoir l'organisation, parce que oui, il y a un problème, et là, c'est pas des petites modifications qu'il faut apporter, c'est des grandes modifications, et ces grandes modifications, on les attend, forcément. Donc voilà, maintenant, c'est aux personnes qui organisent le convoi de nous faire un nouveau mode de fonctionnement, parce que c'est aussi elles qui sont sur le terrain lors de ces convois, donc qui sont confrontées aux problématiques. Donc, elles vont venir nous proposer dans les prochains jours une refonte du mode de fonctionnement, et ensuite, elles le présenteront aux différents acteurs et personnes qui sont touchées par les convois, donc à savoir les chefs d'entreprise notamment. Et puis voilà, et puis bien évidemment, on attend aussi de cette commission spéciale que vous avez mentionnée, bah, des recommandations pour nous aider, parce que de notre côté, enfin quand je dis de notre côté, encore une fois, c'est le gouvernement et les services publics, on peut avoir des idées, mais d'avoir les avis des élus, voire même des personnes qui pourront intervenir dans cette commission, enfin bref, un point de vue extérieur, c'est aussi une bonne chose pour tout le monde. Donc voilà, mais oui, il y aura un changement radical, parce que au vu des attaques qui ont été perpétrées ces derniers temps, et au vu de la somme qui a été dérobée, on peut pas faire comme si de rien n'était, et c'est pas du tout notre position. Donc voilà. Après, bien évidemment, au moment où on aura le nouveau mode de fonctionnement, on donnera les éléments qu'on peut, mais vous comprendrez qu'on pourra non plus pas tout donner pour des questions de sécurité. Oui, ça va de soi.
Eh bien, merci pour ces réponses, monsieur le gouverneur. Je pense que tout le monde, y compris la représentation, attend ces modifications. Et nous les premiers. Ouais. Et sur même votre argent, hein. Merci, monsieur Blackburn. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Dans ce cas, nous allons pouvoir clore cette séance plénière de l'Assemblée. Chers élus, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à la semaine prochaine. Amen. Cock-a-doodle-doo, it's time for chicken. Cock-a-doodle-doo, it's time for a feast. Eat a 90-piece bucket, you can tell. He's been to Clucking Bell. The chicken is a bird with a tiny brain. So we assume he doesn't feel any pain. We shrink their heads and we breed them fast. 6 wings, 40 breasts, and then they're gassed. Cock-a-doodle-doo, we're psychotic crazies. Cock-a-doodle-doo, factory farming's insane. We denied it all before our stock price fell. Come down to Clucking Bell. Clucking Bell! If you enjoy it, the chicken didn't die in vain.
Why do trees talk? Why are there dinosaurs? Why do people die meaningless deaths? Is there other life in the universe? Why do I have to be monogamous? Do you want answers? Have you searched literature and philosophy for meaning? For years, man has combed the pages of history, searching for enlightenment. Finally, the answers are here. We at the Epsilon program know religion is a deeply personal experience. Join us, and you will be brought to light. Kiflam. I'm the Honorable Chris Formage. All you have to do is read and understand the Epsilon Tract, and the secrets of the universe will be open to you. The Epsilon program. This time, God, it's personal. Oui, c'est vrai. Monsieur Rutherford, une Oui. réaction pour le Weasel News? Oui, naturellement. Eh bien, écoutez, c'est une séance qui en réalité était un peu longue, mais je regrette vraiment le passage du premier texte qui, même si je ne doute pas de la bonne intention des personnes qui l'ont mis en place, je crains surtout les répercussions que cela pourrait avoir sur le monde du culte de manière globale. C'est-à-dire qu'avec un peu de mauvaise volonté et des émotions feintées, on pourrait faire croire alors tout et n'importe quoi, et on donnerait la possibilité à ces gens, à ces athées communistes mal dégourdis, de faire du mal à ce qui est sûrement un des seuls annonciateurs de bonnes nouvelles, c'est-à-dire la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, pensez à parler bien fort, monsieur Rutherford. Vous craignez que ce texte sur les dérives sectaires, mette fin à des paroisses, à l'exercice des religions sur l'État? Eh bien, écoutez, mettre fin, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai moi-même été victime de ce genre d'abus, alors que le texte n'était d'ailleurs même pas encore passé. Et je peux vous dire que ces dérives existent. Quand on dit qu'on peut mettre fin à des paroisses ou de manière globale à des diocèses, c'est possible. Ma paroisse a été officiellement dissoute justement par monsieur le juge. Donc, euh, même si le risque est infime, le risque existe. Et je vous le dis, il suffit simplement qu'une personne soit mal intentionnée, et alors elle peut utiliser de ce super texte pour faire en réalité plus de mal qu'autre chose. Merci beaucoup, monsieur Rutherford. Je vous en prie. Madame Shimazu, vous voulez donner une réaction pour le Weasel News en cette sortie d'assemblée? Oui, oui, c'est pour ça que j'étais là. Bonsoir, Weasel, bonsoir, chef journaliste. Bonsoir Madame Shimazu, dites-nous, vous avez présenté 6 textes lors de cette assemblée. En réalité, si on veut préciser, 3 textes en tant que tels et 3 textes qui étaient en réalité des sanctions qui étaient donc, jointes aux 3 premiers. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce que vous avez proposé? Oui, bien sûr. J'ai voulu du coup proposer des lois sur tout ce qui était dérive sectaire, abus de confiance, parce que malheureusement actuellement, à part la de confiance, le but de faiblesse n'était pas détaillé, et sur le secret professionnel qui mélangé au droit de réserve dans le code pénal actuellement, qui pareil avait besoin d'une précision, d'une mise à jour, si je puis dire, de ces textes. Monsieur Rutherford qui est passé, juste avant vous à notre micro, donc dénonçait le texte sur les dérives sectaires. Il craignait que ça mette fin à l'exercice des religions sur, l'État, entre autres. Qu'est-ce que vous y répondez à ces accusations? Alors, je déjà, je répondrais du fait que je suis moi-même croyante. Bon, je ne pratique pas la même religion que monsieur Rutherford, parce que moi je suis bouddhiste. Mon but dans le texte, et je pense que ça se ressent, n'est absolument pas de mettre en porte-à-faux les religions. Et actuellement, monsieur Rutherford est plutôt craintif d'une. Enfin, il laisse en gros la place à ses peurs plutôt que de vraiment écouter le texte en lui-même, parce qu'il est resté bloqué et figé sur le côté des religions, au lieu de penser aux citoyens de San Andreas qui pourraient, eux, être victimes de dérives sectaires. Et surtout, et je vais encore sonner comme un disque rayé, je m'en excuse, mais je lui ai mis devant le fait accompli. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les cas que j'ai énoncés? Non. Et le débat est censé se finir là, parce que c'est la preuve que la religion que M. Rutherford prêche, ou celle que nous autres, enfin moi-même je peux, comme je
ne font pas partie des cas qui sont là. Pour moi, M. Rutherford cède juste à une peur, et je peux comprendre ta peur, mais le truc, c'est qu'il n'a juste pas eu de nouvelles idées à rajouter. Il était juste profondément contre le texte au lieu d'être contre les aspects qui pourraient être flous. Je dis pas que mon texte est parfait, vous m'entendrez jamais dire ça. Et je suis la première à accepter de me remettre en question, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'aurais voulu de sa part plus de consistance sur ce qui aurait dû être changé, plutôt que de juste nier le texte indéfiniment sans proposer juste des idées. Il y a un autre texte important qui a été proposé par le gouvernement, là, ce coup-ci, lors de cette assemblée. C'est le texte donc sur la fin de présidence des assemblées par le vice-gouverneur, qui reviendrait donc à un membre élu de l'assemblée de présider. De votre côté, qu'est-ce que vous en pensez de cette modification? Alors, moi, je suis totalement pour. Bah, vous l'avez vu, j'ai voté favorable. Dans la Constitution de San Andreas, il est bien précisé qu'il y a 3 pouvoirs exécutifs, 3 pouvoirs distincts, les législatif, exécutif et judiciaire. Et oui, je trouve ça logique. En tout cas, il y a une certaine logique dans la volonté de séparer vraiment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée, donc une personne de l'Assemblée devra le présider. Je trouve ça totalement logique. Merci beaucoup, Madame Chimazou. Mais je vous remercie. Bonne soirée à vous. Bored? Stupid? How about a fulfilling career as a stunt double? To break into Vinewood, you just might have to break through a windshield. Cunning Stunt Academy is San Andreas' oldest accredited stunt school. We have classes in high-speed accidents, taking a baseball bat to the face, getting shot, knifed in the back, falling off a building on fire, and getting run over. If you make it through our course, you are ready for the big screen. Make dull and vain famous people look cool by dressing up as them and risking your life and future health. Then, have your face digitally removed on a green screen. The Cunning Stunt Academy trains women too. Ooh. Have a nice rack? Vinewood needs stunt tits to show when an A-list celebrity is too bashful or has pancake nipples. The Cunning Stunt Academy. Fame. It's worth any price.